Table ronde du 10 juillet 2023 organisée par YAM Le Club à l'Hôtel Drouot. La diligence sur les œuvres d'art, bonnes pratiques et évolution à l'heure de la transparence. Que faut-il faire en France pour consolider la confiance ? Se demandait l'an dernier le Conseil des ventes volontaires dans une tribune publiée dans Les Échos, alors que l'internationalisation du marché de l'art rebat les cartes et accélère les transactions et la circulation des œuvres. Rappelons qu'en 2022, le marché de l'art français a frisé les 5 milliards d'euros, un record absolu. Et tout cela dans un contexte où la demande de transparence s'intensifie. Un sujet brûlant qui anime les débats de société et questionne la responsabilité des professions du marché de l'art et le rôle du législateur. Il est donc essentiel aujourd'hui de comprendre la position du marché de l'art français et de connaître les outils mis à disposition des professionnels. Avec cette table ronde, nous allons essayer de décrypter la situation actuelle du secteur des ventes aux enchères et d'en esquisser les perspectives d'évolution. Car la recherche de provenance est aujourd'hui plus qu'une bonne pratique, c'est une nécessité doublée d'un métier, puisque par exemple, même un diplôme universitaire spécialisé vient d'être créé à Nanterre Université, visant à former des professionnels sur cette question. Par ailleurs, il n'aura échappé à personne les projets de loi cadre présentés par la ministre de la Culture pour encadrer les restitutions, d'une part pour les œuvres spoliées par le régime nazi et d'autre part pour les œuvres d'art africaines et les restes humains. Cette volonté politique est-elle le signe d'avancées significatives ? Le sujet est vaste et nous allons aujourd'hui le circonscrire au métier de commissaire-priseur et au marché de l'art pour savoir si des méthodologies existent et si la volonté et la mentalité des acteurs du secteur ont changé. Un temps de questions-réponses est prévu à la fin de la table ronde pour les points qui n'auraient pas été abordés ou à préciser et pour ceux qui le souhaitent. Pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Paul Exbraya, Recovery Manager et Client Manager pour The Art Loss Register, Corinne Herskovitch, avocate au barreau de Paris, spécialisée dans le domaine du marché de l'art, de la recherche de provenance, de la circulation des biens culturels, de la protection du patrimoine culturel et de la propriété intellectuelle, également présidente de l'association Astre pour le soutien aux travaux de recherche engagés sur les spoliations fondée en 2019, et Pierre Taugourdeau, directeur délégué administratif, financier et juridique au Conseil des ventes volontaires. Selon moi, la législation, la réglementation offre aujourd'hui tous les outils qui doivent permettre ou qui doivent conduire chacun à exercer les diligences qu'on attend de lui, en matière de recherche de provenance ou d'information sur la provenance des biens qu'il propose à la vente. La question ne porte pas tant sur les outils juridiques dont chacun dispose, mais bien sur la manière dont ces outils vont être utilisés par les professionnels, mis en œuvre, et donc sur la nécessité d'arriver dans cette phase d'évolution des comportements que l'on ressent chez les professionnels et que l'on sensibilise à ces nouvelles pratiques, à cette approche nouvelle. Et en tout cas, vous parliez de confiance. Le terme de confiance avait été utilisé à dessein par le président du Conseil des ventes pour manifester sa propre confiance en la profession, justement regardant cette sensibilisation progressive des professionnels qui ne va certainement pas assez vite au regard d'un certain nombre de personnes, mais qui est réelle, comme le montre l'évolution des textes. Merci Pierre Taugourdeau. Du coup, je m'adresse à vous, Corinne Herskovitch. Justement, puisqu'on parle d'une évolution, d'un frissonnement d'évolution aujourd'hui dans le marché de l'art sur ces questions, est-ce que vous qui êtes spécialisé sur ces questions, vous diriez justement qu'on est à un tournant aujourd'hui là-dessus ? On est à un tournant qui aurait dû être pris depuis longtemps, puisque les textes qui permettent de comprendre ce que c'est que la diligence requise et toutes les conséquences de ces diligences qui devraient être effectuées au moment de l'acquisition d'un bien culturel
Ces textes existent, à vrai dire, depuis la Convention UNESCO de 1970. Ils ont été très clarifiés dans la Convention Unidroit de 1995, et puis vraiment introduits en droit français de manière très claire, cette fois-ci, à travers une loi de 2015 qui figure, enfin en tout cas les dispositions qui nous intéressent le plus, figurent à l'article L112.8 du Code du patrimoine, qui décrit précisément, à l'occasion des restitutions de biens culturels exportés illicitement entre États membres de l'Union européenne, mais ce qui est décrit dans ce texte va servir évidemment dans tous les domaines. Donc les diligences sont relativement bien décrites dans ce texte, et ces diligences, elles vont permettre de justifier de sa bonne foi au moment de l'acquisition. Donc l'adage, le texte du Code civil en fait de meuble, possession de titre, qui est quand même le sésame de tout bon commissaire-priseur. Si on vient m'apporter un objet, c'est que c'est la propriété de celui qui l'apporte. Ça a été ça pendant très très longtemps. Et bien cette présomption de propriété qui figure dans ce texte est renversée en réalité par les diligences qui doivent être effectuées par l'acheteur, quel qu'il soit, l'acquéreur, au moment de son acquisition. Alors, vous êtes en train de nous dire qu'en fait, il y a une sorte d'obligation légale de diligence à travers cet article du Code du patrimoine? Alors, l'article du Code du patrimoine, l'article donc L112.8 du Code du patrimoine, qui encore une fois précise que lorsque un bien culturel a été exporté illicitement entre États membres de la communauté. Donc c'est dans ce cas très précis en fait. C'est dans ce cas très précis qui est l'introduction en droit français d'une circulaire européenne. Mais à cette occasion, le texte détermine très précisément, assez précisément, les diligences à effectuer au moment de l'acquisition. Et en quoi rapidement, parce que c'est peut-être un peu long, mais non, c'est pas très long. Pour déterminer si le possesseur a exercé la diligence requise, il est tenu compte de toutes les circonstances de l'acquisition, notamment de la documentation sur la provenance du bien, des autorisations de sortie exigées en vertu du droit de l'État membre requérant, de la qualité des parties, du prix payé, de la consultation ou non par le possesseur de tout registre accessible sur les biens culturels volés, confère Art Loss Register par exemple, ou de toute information pertinente qu'il aurait pu raisonnablement obtenir, ou de toute autre démarche qu'une personne raisonnable aurait entreprise dans les mêmes circonstances. Donc c'est à la fois précis et très large, mais c'est un petit peu la base de ce qu'il faut se poser comme question lorsque on acquiert un bien culturel. Et encore une fois, si ce texte figure dans les dispositions du Code du patrimoine relatives à la restitution des biens exportés illicitement sur le territoire de l'Union européenne, en réalité, ça provient directement de la Convention Unidroit, et c'est ce qui servira concrètement dans le cas où un bien n'a pas de provenance. C'est ce qui servira pour justifier des diligences effectuées au moment. Enfin, ce sont tous les éléments qui seront mis en œuvre pour savoir si l'acquéreur a fait ses diligences ou pas. Alors, par exemple, Pierre, je vous voyais un petit peu réagir à ce que disait Corinne. Le fight est venu tôt, je pensais que ça viendrait un peu plus tard. Oui, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Non, voilà, en fait, pourquoi je réagissais? Parce que je pense que l'idée de se défaire du principe selon lequel en fait de meuble possession vos titres est une fausse bonne idée, et même une vraie mauvaise idée, et même au croisement de deux mauvaises idées. Attention. Même si, en fait, au fond, par rapport aux diligences, dans les diligences que Corinne décrivait, je ne vois rien à redire, et je pense que sur tout professionnel du marché de l'art censé sur les objets, sur certains objets. C'est une question de moralité aussi. Voilà, fera ce type de diligence. Est-ce qu'il les fait toutes ou pas? C'est à voir, mais en tout cas, il n'y a rien de révolutionnaire ni de choquant là-dedans. Par contre, je reste attaché au principe selon lequel, donc en matière de meubles, possession vos titres,
Et pourquoi il ne faut pas s'en défaire? D'une part parce que, quelque part, ça ne révolutionnerait pas la connaissance qu'on pourrait avoir des objets. À savoir que vous aurez les bons professionnels feront leurs recherches, que ce principe existe ou qu'il soit supprimé de notre droit. Ça, c'est le premier point à signaler. Excuse-moi, je n'ai pas demandé qu'il soit supprimé. J'ai simplement parlé de présomption de propriété et de bonne foi. Oui. Alors, je pense que ça peut effectivement durer des heures. Non, je voudrais quand même allez-y. signaler 2 points. Deuxième point, certes, ce principe dans nos problèmes, enfin dans nos affaires, dans nos dossiers, voilà, il peut sembler séduisant de le réduire ou de le limiter, mais en fait, ce principe, il intervient dans tout le droit économique. C'est un principe de sécurisation économique, de sécurisation, juridique de tous les contrats. Donc, le mettre à mal serait mettre une brèche. Donc, ce qui me semble être un principe essentiel du fonctionnement de notre droit économique. Et je pense que ça emporterait des capacités de conséquences que l'on ne maîtrise pas à ce stade. Donc j'ai envie de dire, halte au feu, méfions-nous. Voilà, avant de remettre en cause un grand principe comme celui-ci, méfiance. Ce principe ne doit pas servir à un professionnel du marché de l'art, ne doit pas servir à s'exonérer, de lui permettre de s'exonérer de ses obligations de recherche de provenance. Il ne s'agit pas pour lui de dire simplement « Ah ben non, en fait, même possession vos titres, donc je ne me suis posé aucune question sur la manière dont ce masque... » Ça n'absout pas... voilà, ce masque de pharaon en or qui s'en ressemble à un qui était exposé au musée du Caire est venu jusqu'à vous. Oui, surtout que peut-être devant un tribunal, ça ne suffit pas aussi, hein, il faut voir ça. C'est juste en 2 mots, et après je laisse bien volontiers la parole à Paul, mais mon cher Pierre, c'est pas moi qui ai décidé de mettre à mal l'article 2279 du Code civil. La jurisprudence est là, et malheureusement, la bonne foi nécessaire pour démontrer son titre de propriété sur un objet passe par la justification des diligences effectuées. C'est juste pour alerter les gens qui ont bien voulu venir nous écouter. Je viens vous dire simplement, soyez prévenus, devant un tribunal, si vous ne pouvez pas justifier des diligences que vous avez effectuées pour vous assurer de la provenance régulière, de la bonne provenance de l'objet que vous avez acquis, vous risquez d'être considéré comme étant de mauvaise foi. Alors justement, ça fait une belle transition, puisque Paul Exbraya, ici présent, pour le Art Loss Register est ici pour faire justement ces diligences requises. Alors Paul, est-ce que vous pouvez nous expliquer effectivement quelle est cette plateforme déjà qui s'appelle The Art Loss Register et concrètement qu'est-ce que vous faites? Je crois que vous avez plus de 700 000 objets enregistrés sur cette plateforme. Merci. Juste avant de répondre à votre question, une petite précision sur ce débat très intéressant. La possession vos titres en fait, de meubles s'incline, il me semble, lorsque par exemple il s'agit d'un trésor national, d'un objet qui provient d'un musée, ce qu'on considère comme trésor national. Eh bien, il me semble que cet article, Corinne, dont tu parlais, précisément pour les trésors nationaux, celui qui peut préciser qu'il a fait ses diligences, l'acheteur qui peut préciser qu'il a fait ses diligences, va être obligé de restituer l'objet puisque c'est un bien national, un trésor national, et c'est quand même bien pratique d'avoir fait ses diligences parce qu'en fait il va être remboursé de son acquisition. Et c'est la condition. Mais la condition de ce remboursement est de pouvoir montrer que ces diligences ont été effectuées. Si elles n'ont pas été effectuées, j'ai acquis un trésor national, j'ai pas fait ces diligences, eh bien je le restitue parce que là l'article du Code civil ne s'applique pas et j'ai perdu mon argent. Donc, en l'occurrence, ces diligences ont un côté très concret et très pratique pour un acheteur. Pour répondre à votre question, le Art Loss Register, eh bien, comme son nom l'indique, c'est un registre d'œuvres d'art disparues, tout simplement. Et donc, c'est un registre qui a été créé en 1990 à Londres, donc, qui a maintenant un peu plus de 30 ans d'existence, donc qui arrive à une belle maturité.
la création, c'est assez simple en fin de compte. C'est Monsieur A se fait voler son tableau, une enquête de police qui n'aboutit pas, en l'occurrence, enfin, pour retrouver l'œuvre d'art. Monsieur A se fait rembourser par son assureur. L'assureur devient propriétaire du tableau, mais comme l'enquête de police n'a pas permis de retrouver le tableau, ce tableau est dans la nature. Et donc l'assureur se retrouve propriétaire de ce tableau que plus personne ne cherche. Et cette situation s'étant reproduite à de très nombreuses reprises, les assureurs britanniques se sont réunis et se sont dit, bon, il va falloir quand même qu'on constitue un registre de ces œuvres d'art qui sont disparues, qui nous appartiennent, et qui représentent quand même pas mal d'argent. Et puis, comme c'était des assureurs, donc des groupes puissants, sont allés voir à l'époque Sotheby's et Christie's, les grands acteurs du marché, et ont dit à ces maisons de vente aux enchères, vous êtes les plus grands, vous êtes les meilleurs, vous êtes les plus beaux, donc dans vos standards, vous devez intégrer la consultation de ce registre des objets d'art volés, puisque comme vous êtes les meilleurs, vous ne pouvez évidemment pas prendre en consignement des objets volés. C'est ça la création du Art Loss Register en 1990. Donc à l'époque, c'est peu d'objets, très peu de maisons de vente aux enchères qui font ces diligences de manière systématique. Nous, le terme qu'on emploie, c'est routinière, c'est-à-dire ça fait partie des standards, des points de passage obligatoires de la maison de vente. Les objets sont consignés et il y a un check qui est fait au Art Loss Register assez simplement. 30 ans plus tard, il y a évidemment beaucoup plus de maisons de vente aux enchères qui souscrivent à cet abonnement. Et effectivement, 700 000 objets, alors c'est le chiffre dont on parle. Alors pour être un peu plus précis, en fait, on pourrait dire qu'on pourrait diviser ce chiffre en deux grandes parties. Une moitié environ serait le nombre d'objets qui ont été spécifiquement communiqués au Art Loss Register, soit par des services de police, soit par des assureurs, soit par des victimes de vol. Et l'autre moitié sont en fait des informations sur des objets volés qui sont accessibles à tous en source ouverte, mais que l'on inclut dans la base de données du Art Loss. Donc l'addition de ces deux catégories mène à peu près à ce chiffre effectivement très important de 700 000. Mais pensez aux biens spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est gigantesque. Donc c'est vrai que c'est un chiffre qui est très important. Alors pour revenir sur ce terme de diligence requise ou de due diligence, vous, c'est ce que vous faites principalement, c'est-à-dire que vous établissez, je crois, une distinction entre diligence et recherche de provenance. Est-ce que vous pouvez nous préciser ça concrètement, voilà. Oui, bien sûr. Alors la distinction, c'est pas nous qui l'établissons, c'est son Enfin, en tout cas, vous dites que vous faites que de la due diligence et pas la recherche de provenance. C'est intéressant de pouvoir clarifier, puisque effectivement, la recherche en provenance, bon, tout le monde le sait ici, hein, c'est l'histoire d'un objet de sa création jusqu'à aujourd'hui, par quelle collection est-il passé, qu'il a acheté, qu'il a vendu, quand, où, très bien. Et peut-être a-t-il été volé, a-t-il été spolié, ça c'est son histoire. Et les diligences, ça n'a rien à voir. Les diligences, on les a dans le marché de l'art, mais on les a aussi dans la vie courante. Hein. Quand on achète une maison, quand on achète une voiture, on fait des diligences qui sont le plus souvent obligatoires. Dans le marché de l'art, elles ne sont pas obligatoires légalement. Il y a cet article de loi dont on pourrait passer. Il y a des obligations déontologiques hein, qui sont en tout cas en France, mais il n'y a pas d'obligation légale ou réglementaire. Et donc la diligence, c'est quoi? C'est une précaution qu'on fait en amont d'une transaction, en fin de compte. Et la diligence, elle est de plusieurs types. Elle peut être, on va faire des diligences sur l'authenticité, on va faire des diligences sur l'estimation de l'œuvre, on va faire des diligences sur la condition de l'œuvre. Et une de ces diligences, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la confrontation de cette œuvre, de cet objet d'art, aux bases de données disponibles des œuvres d'art volées. Alors, il y a le Art Loss Register, mais il n'y a pas que le Art Loss, il y a des dizaines d'autres bases qui, pour la plupart, sont d'ailleurs gratuites, donc bien plus intéressantes que celles du Art Loss. Mais en revanche, la difficulté, c'est que pour l'opérateur de vente, c'est extrêmement chronophage de consulter la base du RBS, le répertoire des biens spoliés français, et puis après, il faut faire aussi celui des Italiens, et puis des Allemands, et puis la base des pièces volées, et puis les instruments de musique, et puis la base Interpol, et puis les fichiers PDF du ministère de la Culture. Vous faites tout ça pour, vous faites tout ça pour la personne qui s'adresse à vous, en fait. C'est ça, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, donc les deux catégories d'objets enregistrés, dans ceux qui ont été spécifiquement transmis au Art Loss, et puis ceux qu'on prend, qui sont en source ouverte et qu'on inclut dans la base. Par exemple, la commission de récolement des objets d'art volés, hein,
dont on entend parler de temps en temps, puisque les objets d'art ont disparu à l'Élysée, au ministère de l'Intérieur ou que sais-je. Donc il y a des recollements qui sont effectués par les fonctionnaires du ministère de la Culture, et il y a des fichiers PDF qui sont mis en ligne sur le site de ministère de la Culture. On a quand même des beaux objets, des beaux tableaux, des beaux objets qui sont disparus, qui ont été volés, qui sont dans la nature et qui sont peut-être demain en vente ici ou en Allemagne, ou en Italie, ou où sais-je. Et donc ce sont des objets qu'on va intégrer dans la base de Earthcloss. Évidemment, pour un commissaire-priseur, c'est impossible, d'un point de vue du temps, d'aller consulter tous ces fichiers PDF, tous les fichiers des biens spoliés, etc. C'est, je crois, l'intérêt de la base du Earthcloss, d'être un point d'entrée unique. Vous faites une requête et ça va balayer toutes ces informations. Voilà, donc votre valeur ajoutée, c'est d'être un guichet unique pour faire toutes ces diligences. Quels sont vos principaux clients? Est-ce que justement ce sont les commissaires-priseurs? Alors, le Earthcloss, c'est 450 000, 500 000 recherches dans la base en 2022. Et 80% de ces recherches, ce sont des maisons de vente aux enchères. Oui. Parce que vous m'avez quand même dit qu'en 2018, vous n'aviez que 3 maisons de vente de Drouot, je crois, qui avaient adhéré, et aujourd'hui elles sont 15. Bon, 2018, c'est pas très vieux. Aujourd'hui, elles sont 15, mais on sait que dans le groupe Drouot, il y a 70 maisons de vente. Alors, donc, est-ce que vous parlez un peu avec elles? Est-ce que c'est... comment vous expliquez finalement cela? Donc, il est vrai que l'intégration dans les standards d'une maison de vente française aujourd'hui, l'intégration des diligences, de consulter les bases de données d'objets d'art volés, c'est quelque chose qui n'est pas intégré dans les standards des maisons de vente en France. Au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, la grande majorité des opérateurs font ces diligences au Earthcloss. Alors attention, celui qui ne fait pas ces diligences au Earthcloss, ça ne veut pas dire qu'il n'en fait pas. Moi, oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, mais quand même, il n'y a pas d'obligation légale. Mais la raison pour laquelle, enfin, je pense qu'il y a 2-3 raisons qui expliquent pourquoi le marché français ne fait pas ces diligences. La première, c'est parce qu'il n'y a pas d'obligation légale. Donc, voilà. La deuxième, c'est effectivement cet article du Code civil en fait de non possession au titre. Donc voilà, la combinaison de ces facteurs fait que finalement ce n'est pas quelque chose qui est inclus dans les standards. Et moi, quand je parle au commissaire-priseur et que je dis mais peut-être vous pourriez faire ça, les 2 arguments souvent que j'entends pour dire non, c'est pas nécessaire, c'est je connais mon vendeur et puis moi je fais des petites ventes. Bien, je pense que ces arguments qui sont, j'entends bien sûr, mais en fin de compte, ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que ça veut dire de faire des diligences. Parce que nous, 99% des objets volés qu'on va localiser sur le marché, alors c'est très simple, hein, la base de données, le marché qui fait ses diligences, on fait un hit avec un objet enregistré et c'est comme ça qu'on le localise. C'est pas du tout, c'est hyper simple comme système. Et quand on fait ce hit, enfin, c'est extrêmement rare que la personne qui détient l'objet sait que l'objet qu'elle détient est volé ou spolié. Donc le fait de connaître son vendeur, ça n'a strictement rien à voir. Et puis sur la valeur des objets, en fait même si vous vendez un Van Gogh volé, il n'y a pas besoin du Earthcloss pour se rendre compte que c'est volé. C'est même au contraire. Quelle que soit la valeur de l'objet, à partir du moment où c'est un objet unique, une peinture à 2 000 à 3 000 euros d'estimation, etc., c'est ça, faire ces diligences. Et combien d'objets, justement, douteux vous recensez chaque année? C'est très difficile à répondre à cette question, mais on a à peu près autour de 250 dossiers qui tournent, enfin qui s'ouvrent chaque année, mais bon, un dossier peut être résolu en quelques semaines ou en quelques années. Donc, Corinne, du coup, Paul disait qu'il n'y avait pas d'obligation légale. Est-ce que dans d'autres pays c'est différent, justement Non, il n'y a pas d'obligation légale de consulter une base de données. Ce n'est pas une obligation légale. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'il y a cet article du Code du patrimoine qui décrit les diligences à effectuer, qui provient encore une fois directement de la Convention Unidroit. Et puis, il faut se rendre compte des conséquences d'une mauvaise provenance. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, en fait de possession au titre, c'est une présomption de propriété, mais cette présomption, elle peut être renversée lorsque on fait la preuve de la mauvaise foi. Et cette mauvaise foi, il suffit aujourd'hui, sachez-le, hein, c'est l'évolution de la jurisprudence, il suffit de démontrer qu'il n'y a pas eu de diligence ou de mauvaise diligence. Alors, ce que dit Paul quand il décrit sa diligence, la diligence du Earthcloss, il faut bien entendre ce que c'est. Le Earthcloss, c'est une base de données des objets déclarés comme posant un problème.
déclarées ou trouvées dans différentes bases ouvertes qui posent un problème. La recherche de provenance, parce que c'est une des questions que vous avez posées, on n'est pas allé jusque-là, donc je me permets d'aller un petit peu plus loin. La recherche de provenance, c'est un peu autre chose, c'est-à-dire que non seulement, et la recherche de provenance comprend toutes les diligences qu'il faut effectuer pour être sûr de la bonne provenance d'un objet, la recherche de provenance, c'est non seulement la consultation des bases de données d'objets disparus, mais c'est aussi la recherche de tous les documents qui doivent accompagner l'objet pour s'assurer de son exportation, de sa circulation licite, pour s'assurer de son transfert de propriété entre des mains. Donc il n'y a pas seulement le vol, il y a des tas de choses qui peuvent arriver dans la circulation d'un bien meuble. Par définition, l'objet, le bien culturel, a circulé librement pendant des années et des années. Donc il a pu être fouillé illicitement, il a pu être exporté illicitement, il a pu circuler d'une manière ou d'une autre illicitement. Et la recherche de provenance, c'est à la fois rechercher les documents qui doivent nous dire comment il a circulé. Donc par exemple, un certificat d'exportation. Un certificat d'exportation va vous permettre d'être sûr qu'un objet qui provient d'un pays qui n'est pas la France a été exporté de ce pays selon les règles applicables dans ce pays. Et ça, c'est très important, puisque un objet exporté illicitement va être un objet avec une provenance douteuse. Et puis, comme ça, il y a des tas de vérifications à mener, et c'est ce que dit un peu l'article L112.8 que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut consulter les différentes bases de données d'objets disparus, il faut consulter, donc il faut s'assurer de sa circulation licite, il faut s'assurer autant que faire se peut de son authenticité, parce que si on met sur le marché un objet inauthentique, il a une provenance douteuse aussi. Donc c'est tout ça la recherche de provenance, c'est pas seulement s'assurer que l'objet n'est pas déclaré. Alors dans les bases d'objets disparus, il y a les listes rouges de l'ICOM qui sont très faciles à consulter, qui sont très importantes, parce que parfois un objet peut être sur une liste rouge de l'ICOM sans que ce soit repérable au moment où le certificat du hard loss est délivré. Donc en plus, le certificat du hard loss, il est valable au moment de sa délivrance, mais ça évolue très vite. Donc c'est ça, la recherche de provenance, c'est à chaque remise sur le marché d'un objet, il faut s'assurer de sa bonne provenance et de sa bonne circulation. Et donc ce sont toute une série de recherches qu'il faut mener pour être sûr qu'au moment où un problème se présenterait, on pourrait justifier, donc non seulement il faut faire une recherche, mais il faut en garder la trace, pour pouvoir justifier en cas de problème que les recherches ont été faites et qu'on peut en justifier. Donc Paul, du coup, sur cette distinction, vous allez... Où est-ce que s'arrêtent vos recherches à vous, finalement? Parce qu'il y a une frontière un peu pas floue, mais enfin, voilà, la distinction entre due diligence et recherche de provenance, que vous allez aussi chercher un petit peu des documents, ou peut-être vous allez demander à un chercheur en provenance de travailler avec vous, je ne sais pas. Oui, alors, donc le Hard Loss Register ne fait pas de recherche en provenance. Voilà. En revanche, on peut faire de la diligence sur la provenance. Donc, un objet est accompagné d'une documentation. On va faire de la diligence sur cette documentation pour vérifier ce qui apparaît dans cette documentation fait sens par rapport à... Donc, si par exemple, dans une documentation qui accompagne un tableau, dans une provenance qui accompagne un tableau, ça appartient à la collection, je prends un exemple très fameux, mais de monsieur Alphonse Kahn, 1942, Alerte rouge, c'est une collection connue comme étant spoliée. Et on va dire à l'opérateur de vente volontaire, attention, est-ce que dans cette provenance, il y a quelque chose qui nécessite d'être investigué au minimum? Avez-vous fait quelque chose? Donc on va faire de la diligence sur la provenance transmise autour de l'objet. S'il n'y a pas de provenance transmise autour de l'objet, on ne fera pas de recherche de provenance du tout, ce n'est pas notre travail. En revanche, si à nouveau on a un objet avec une provenance incomplète, avec des trous, notamment sur les périodes 33-45, ou pour les biens archéologiques, un objet comme ça qui sort en 2015, on ne sait pas trop d'où,
Là, on va pouvoir dire à l'opérateur ou à la personne qui vend l'objet, bon, franchement, là, il faut les gratter un peu. Qu'est-ce qui s'est passé entre 33 et 45 ? Il y a un trou, on voit une provenance qui est superbe jusqu'à 1932, puis tout d'un coup, ça disparaît, puis ça réapparaît dans les années 70 en Suisse. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu ? Donc nous, à ce moment-là, le hard loss, généralement, on va dire à l'opérateur, vous devez faire de la provenance là, vous devez aller demander à un chercheur en provenance, vous devez demander à la personne qui détient les archives de cette collection d'aller faire des vérifications. Et juste une toute petite chose, puisque tu as parlé de certificats, très rapidement, mais je pense que c'est vraiment très important, il faut que je fasse la différence entre les certificats du Art Loss Register et les recherches qu'on fait pour les maisons de vente aux enchères, ce que j'ai appelé tout à l'heure les recherches routinières. Une maison de vente aux enchères qui opère à Drouot, qui va faire, j'en sais rien, 30 ou 40 vacations sur une année civile, on va contrôler autour de 1000 objets pour cette maison de vente aux enchères, puisqu'on va contrôler les objets qui sont au-delà de 1500 € d'estimation. Donc ça, c'est un contrôle, c'est le contrôle de base du Art Loss. Donc la maison de vente est abonnée au service du Art Loss. Quand elle publie son catalogue de vente, tous les objets qui sont au-delà de 1500 € d'estimation vont être confrontés à la base. Point. Ça coûte 3 € pour la maison de vente aux enchères, par objet confronté. Si vous voulez un certificat du Art Loss Register, c'est différent, puisqu'en fait, la procédure est différente, la procédure est plus coûteuse, et on va vous demander, en plus des éléments sur l'objet, sa taille, ses dimensions, son image, etc., on va vous demander les éléments de provenance connus, et on va faire des diligences sur ces provenances. Et c'est ce qu'on appelle le certificat du Art Loss, et c'est donc un service différent que celle des diligences classiques et routinières. Pour revenir à l'article dont tu parlais tout à l'heure, la confrontation routinière à la base de données du Art Loss est considérée, je pense, tu me dis si je me trompe, comme des bonnes diligences, comme des diligences suffisantes. Une des diligences. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certificat par objet. Financièrement, pour un opérateur de vente volontaire, ce serait insoutenable. On est autour de 30 ou 40 € par un certificat, ce serait tout à fait impossible. Donc généralement, les certificats sont demandés par des marchands pour des pièces particulières, ou quand ce sont des maisons de vente aux enchères, pour des lots un peu exceptionnels, ou parce que souvent, un acheteur a dit à la maison de vente, bon, moi je me suis intéressé sur ce lot, par contre je voudrais un certificat du Art Loss. Donc là il y a une procédure un petit peu plus longue qui est mise en place. Pierre Togourdeau, est-ce que vous pouvez justement il y a énormément d'objets qui passent en vente chaque année. J'avais noté les chiffres, environ 250 000 objets ici à Drouot chaque année, près de 2 millions sur la plateforme drouot.com. Ça paraît effectivement impossible de faire une diligence sur chaque objet. Mais qu'est-ce que vous préconisez, vous, aux professionnels, en tant qu'autorité de régulation ? Je crois qu'il y a un code de déontologie aussi qui a été publié par le Conseil des ventes. Est-ce que vous préconisez des choses précises ? Est-ce que vous parlez au Art Loss ? Est-ce que vous avez... peut-être, je ne sais pas, un partenariat avec le Art Loss ou... Alors, d'abord, on parle avec tout le monde, avec le Art Loss. Non, mais c'est parce que Pierre est là. Tu m'as parlé, pas très gentil. Et tu me l'as bien rendu. Non, on parle avec tout le monde, il n'y a pas de souci pour ça, et donc, y compris avec Art Loss, bien évidemment, puisque, voilà, on surveille ce qui se passe, on conseille, le cas échéant, les maisons de vente sur les diligences qu'elles peuvent être amenées à mettre en œuvre. De par notre position d'autorité de régulation, bien évidemment, on ne peut pas prendre parti ou orienter directement une maison de vente vers l'un ou l'autre, vers l'une ou l'autre des entités qui proposent des services en matière de diligence ou de recherche de provenance. Et je crois que le débat qui permet de distinguer les deux est très important et très intéressant, à savoir qu'une œuvre ou un objet bien renseigné ou dans la provenance est bien renseigné ou a fait l'objet de recherches approfondies, bien évidemment sera mieux valorisé sur le marché de l'art. Et c'est comme ça que l'authenticité, en faisant un raccourci, c'est comme ça que l'authenticité s'est imposée comme élément clé de l'œuvre d'art sur le marché. C'est que le marché, en fait, qui l'a
qu'il a accueilli comme qualité essentielle, et c'est comme ça certainement que la provenance va s'imposer comme qualité essentielle à l'égard du marché. C'est la demande, c'est les collectionneurs qui demanderont les provenances et qui vont l'imposer in fine à l'ensemble des professionnels. Mais on sait que c'était quand même pas... pendant longtemps, voilà, la recherche de provenance n'a pas été le souci premier des professionnels. Ni des professionnels, malgré ce que vous venez de dire. Ni des professionnels, ni des collectionneurs, ni des musées, ni de personnes. On s'intéressait davantage à d'autres qualités, et c'est sous la pression, la conjonction d'un certain nombre de facteurs historiques, la prise en compte des spoliations, tout ça, que c'est devenu l'élément ou la qualité première de l'œuvre d'art sur le marché. Donc, pour ce qui concerne les diligences, notre recueil d'obligations déontologiques, donc la loi qui réglemente les maisons de vente demande au Conseil des ventes d'élaborer un recueil d'obligations déontologiques applicable à l'ensemble des professionnels. Et notre recueil, qu'il s'agisse de sa première version de 2012 ou de sa version actuellement en vigueur de 2022, notre recueil comprend une disposition qui fait obligation aux maisons de vente de procéder à ces recherches de provenance. Donc c'est l'article... Bonne nouvelle. Pas de provenance, de diligence, pour être tout à fait... Ça viendra. Je vous donne lecture de l'article parce qu'il est assez long. Je ne le connais pas par cœur, même si j'en connais bien évidemment le sens. Pas trop long, j'espère, quand même. Oui. Suffisamment pour être complet, mais pas trop pour ne pas endormir la salle. L'article 1.3 donc, de notre beau recueil, qui date du 30 mars 2022 et publié au JO du 7 avril 2022, nous dit « L'opérateur de vente volontaire procède aux diligences appropriées en ce qui concerne l'origine de l'objet qu'il met en vente et les droits des vendeurs sur cet objet. Ces diligences tendent notamment à s'assurer que cet objet ne provienne ni d'un vol, d'un détournement de biens publics, d'une spoliation, d'une fouille illicite ou plus généralement d'un trafic de biens culturels. En cas de doute, l'opérateur s'abstient de mettre l'objet en vente et informe le vendeur et les autorités judiciaires et administratives compétentes conformément aux dispositions légales en vigueur. » Donc on peut dire que tout y est, même si ma voisine n'est pas d'accord. Ah si, moi je suis d'accord et j'attire votre attention sur non seulement le fait que vous êtes, enfin ceux d'entre vous qui exercez la profession de commissaire-priseur, vous êtes tenus, c'est une obligation légale puisque le beau recueil réglementaire. Le beau recueil du Conseil des ventes a été promulgué par arrêté du ministère de la Culture. De la justice. De la justice. Par le garde des Sceaux. Très bien. Bon. Non. Donc non seulement vous devez faire les recherches de provenance et vous assurer de la bonne provenance des objets que vous mettez sur le marché, mais vous devez même dénoncer... C'est nous qui devons dénoncer. Enfin, pour que vous dénonciez, il faut bien que les commissaires-priseurs vous dénoncent à vous. Il faut que ce soit venu à nos oreilles. Voilà, donc vous devez dénoncer, vous avez l'obligation de... Enfin, dénoncer, c'est un terme un peu extrême, mais... Informer. Voilà, donc ça va très loin, cette obligation réglementaire. Et je voudrais également apporter une précision importante par rapport à ce qu'exposait Paul il y a quelques minutes, à savoir que la mise en œuvre de ces diligences doit nécessairement être abordée avec pragmatisme. Alors on va avoir l'impression que je cherche à me défausser, mais comme vous le rappeliez, c'est plusieurs centaines de milliers d'objets, pour certains qui ont une valeur résiduelle, et donc on ne peut attendre une consultation complète, une recherche de provenance complète pour tout objet. Et vous disiez que c'était la valeur minimum 1500 € pour... Historiquement, c'est la Metropolitan Police de Londres qui a souhaité qu'il y ait un seuil bas de 1000 pounds pour le contrôle des objets. Pourquoi 1000 pounds ? Parce qu'en deçà, on commence à basculer sur des objets, en fin de compte, qui sont non uniques, des lithos, des photos faites en exemplaires, etc. Et finalement, je me suis fait piquer ma lithographie, qui est non numérotée, il y en a 5000.
ça ne sert à rien de la mettre dans la base du Arclos parce que quand je vais en trouver une sur le marché, je vais dire c'est la même, mais je ne pourrais pas dire c'est celle qui a disparu. Donc il faut qu'il y ait un seuil qu'on a fixé de manière 1000 par an, 1500 euros, seuil au-delà duquel on imagine que la plupart des objets commencent à être des objets uniques. Et pourquoi je parlais de la police britannique, c'est parce que quand les assureurs, le Arclos, etc., a eu cette idée, moi je trouve visionnaire en 90, effectivement une période où la provenance, tout le monde s'en fichait complètement. Washington, c'est 99 quand même, donc 10 ans avant la convention de Washington. C'est que les policiers... Pour rappeler peut-être ce que c'est que la convention de Washington. Alors là, je vais laisser les Corinne. La conférence de Washington. Petite parenthèse. En 2 minutes, la conférence de Washington, c'est décembre 1998, qui va réunir 44 pays et qui vont se mettre d'accord sur des principes directeurs pour trouver une solution équitable quand quelqu'un se trouve en possession d'un objet spolié pendant la période 33-45. Voilà, donc le Arclos, c'est 10 ans avant ce texte. Et donc les policiers ont dit au Arclos à l'époque, ok, nous on veut bien que vous fassiez cette base de données, c'est pas mal, mais par contre, il faut que ce soit un seuil bas, puisqu'il n'y a pas de raison que ce ne soit que pour les grands collectionneurs, etc. Il faut que monsieur et madame tout le monde qui s'est fait piquer son tableau, qui vaut peut-être pas beaucoup d'argent, mais qui pour lui a beaucoup d'intérêt, une valeur sentimentale, et bien, si c'est fait piquer, il faut que ça puisse être dans la base du Arclos, il faut que ce soit intégré dans les recherches du marché. C'est par rapport à ça. Et ça a été une condition à l'époque des services de police britanniques de dire on vous accompagne dans votre projet, mais voilà, c'est pas un projet pour juste le top marché. Vous êtes abonné au Arclos, ça veut dire que quand vous mettez votre catalogue en ligne, tout ce qui est 1500 € d'estimation et au-dessus va être confronté à la base du Arclos. Ce qui est au-dessous, non. Sauf si vous le demandez. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous parler d'un cas un peu concret où justement la diligence a eu cette vertu de retrouver un objet, de le restituer peut-être, ou de le retrouver aussi On a eu un cas dont je vais parler qui est très récent, qui est symptomatique, qui est très intéressant comme cas. Le problème avec ce cas, c'est que c'est une huile de Picasso. Et en fait, j'aime pas tellement parler de ça, puisque finalement, ça pourrait faire penser que d'abord on se rend plus beau que l'on est, et puis que en fait, oui, c'est pour que des signatures comme ça extraordinaires. Mais il m'empêche que je vais quand même parler de ce dossier rapidement, puisqu'il est très parisien, volé à Paris, retrouvé à Paris. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour le commissaire-priseur, qui avait fait ces diligences qui ont permis de retrouver ce tableau, et en fait, il a quand même pu faire son travail, c'est-à-dire vendre cet objet. Parce que la réalité, c'est qu'un commissaire-priseur qui paye pour faire des diligences, et donc qui permet de localiser des objets disparus, qui ont été mis en vente chez lui, bien souvent cet objet lui échappe. Donc, bonjour, quoi. Je paye, et en plus, je ne fais pas mon affaire. Alors là, ce dossier est intéressant parce que finalement, c'est donc une petite huile de Picasso qui fait 12 sur 24, qui est un opérateur de Drouot qui est client du Arclos, qui a ça dans une vente au printemps. Et en fait, c'est un tableau qui a été volé à Paris en 89. Donc c'est un tableau qui a été acheté par un marchand, qui arrive de Suisse, qui arrive dans les locaux du transporteur et qui est mis dans l'espace pour des taxes, pour les douanes. Et là, il disparaît. 89. Donc à l'époque, l'assureur indemnise le collectionneur et l'assureur enregistre l'objet dans la base du Arclos. Et donc aujourd'hui, 2023, donc bien des années plus tard, ce tableau ressort sur le marché de manière parfaitement normale. Hein. Il n'y a rien qui est caché, il y a un catalogue qui est en ligne, et bing, hit. Et en fait, finalement, on a notre travail dans ces cas-là, c'est d'informer le commissaire-priseur. Attention, il y a cet objet qui pose un problème, il va falloir parler à votre vendeur, et puis de retourner à la source de l'enregistrement pour savoir qu'est-ce qui s'est passé depuis. Est-ce que cet objet est toujours recherché, ou est-ce qu'il a été retrouvé? Est-ce que... Bon, là, 89, c'était un assureur, heureusement, mais qui avait été racheté par une autre assurance, donc assez compliqué. Mais finalement, on a réussi à trouver tout le monde, à se mettre autour de la table, dans un délai relativement raisonnable de quelques semaines. Et donc maintenant, le vendeur, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, attendez, moi, j'ai récupéré ça de ma famille, succession, j'ai rien à voir avec ça, c'est mon tableau, je suis désolé, mais hors de question que je cède. L'assureur, qui a passé l'argent, dit si, moi je suis désolé, c'est à nous, on a indemnisé, c'est à nous, etc. Donc là, ça coince. Donc là, il faut trouver une solution, parce que soit on peut partir au juridique, donc nous on sort du jeu parce qu'on n'a plus rien à faire, puis ça va durer des années, ça va coûter une fortune à tout le monde, et le résultat,
Résultat, Tu plaides pas beaucoup pour moi, alors. non, mais si, Désolée, mais bon, celui qui peut dire avec certitude quel sera le résultat d'une cour dans 3-4 ans, moi non. Mais, et donc finalement, le vendeur qui est extrêmement frustré comprend bien, après avoir digéré ce choc, que bon, finalement, la solution c'est de trouver un accord avec. Et donc un accord qui est trouvé entre toutes les parties, et la vente se fait. Et le commissaire-priseur met son coup de marteau, et le prix marteau est fait, et puis ensuite le résultat est partagé. Avec les deux parties et avec la commission du Hard-Loss. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de la commission du Hard-Loss tout à l'heure. Il m'a dit, je voudrais que tu nous expliques ce que c'est parce que c'est pas très clair. Alors allez-y. La commission du Hard-Loss, je voudrais en parler parce que beaucoup de fantasmes autour de ça, c'est très intéressant. Quand vous enregistrez un objet volé dans la base du Hard-Loss, que vous soyez un particulier ou une assurance, pas évidemment la police parce qu'il n'y a pas d'argent avec les services d'État, bien évidemment. On travaille pro bono aussi sur les dossiers de biens spoliés. Mais si vous enregistrez un objet, vous êtes assureur, vous avez indemnisé un tableau, vous l'enregistrez au Hard-Loss, pourquoi vous faites ça? Vous faites ça parce que, en fin de compte, c'est votre objet, vous souhaiteriez qu'il soit retrouvé. Donc vous demandez à quelqu'un de le faire, vous demandez à un service, vous demandez un travail, et ça c'est notre travail de faire ça. Donc ce tableau il va être là, dans la base de données. Et puis peut-être qu'on va le localiser la semaine prochaine, ou dans 10 ans, ou jamais, ou dans 2 ans, ou dans 5 ans. Et là, quand on le localise, on va informer toutes les parties, et on va dire à celui qui a enregistré le tableau, voilà, on a fait notre travail, on a retrouvé votre tableau. Maintenant, vous avez 2 options. Soit vous tentez de le récupérer tout seul, avec vos avocats, ou avec qui vous voulez, ça ne nous regarde pas. On met les parties en contact, nous on s'en va. Et si vous récupérez votre tableau, notre facture c'est 5% de la valeur du tableau. La deuxième option, c'est que vous n'avez pas d'avocat, ou vous pensez que ça va vous coûter trop cher, ou que sais-je. Vous nous mandatez, nous, le Hard-Loss, pour faire ce travail pour vous, pour tenter de récupérer ce tableau pour vous. Si on y arrive, on va vous facturer 20% de la valeur de ce tableau. Alors, quand j'explique ça, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça incroyable, inadmissible, non éthique, que sais-je. Moi, je vous dis que si vous allez voir votre avocat et que vous lui dites « Je me suis fait piquer mon tableau il y a 5 ans, je l'ai retrouvé, il est en Italie, aidez-moi pour le récupérer », il va vous dire oui, il va vous facturer des honoraires. Et là, personne ne trouve ça anormal. Par contre, quand vous facturez dans le premier cas de figure 5%, alors que vous ne faites pas la recherche à ce moment-là, pourquoi du coup? C'est le service d'avoir repéré le tableau et d'avoir mis les parties en contact. Je précise que dans une option comme dans l'autre, il n'y a pas de facture, il n'y a pas de commission si l'objet n'est pas effectivement récupéré par celui qui a fait l'enregistrement. Oui, bien sûr. Ce qui n'est pas le cas de l'avocat, je crois. Bon, on va peut-être pas rentrer dans ce... Je sais pas pourquoi je suis venue ce soir. Je suis le punching ball. Non, Corinne, tout va bien. Pourtant, moi, j'avais beaucoup de choses sympathiques à dire sur le Hard-Loss. Alors, justement, j'ai une question. Peut-être quand une affaire vient justement au tribunal, est-ce que le Hard-Loss, est-ce que vous avez eu des cas de figure où le certificat du Hard-Loss constitue une preuve ou est-ce qu'une demande... Il y a plusieurs cas. Tout d'abord, le certificat du Hard-Loss. Le certificat du Hard-Loss, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une justification, c'est une preuve d'une diligence effectuée. Et c'est très important. D'abord, comme vous l'a dit Paul, lorsque un bien a été exporté illicitement dans le territoire de l'Union européenne et qui doit être restitué parce que c'est un trésor national dans l'état dans lequel il a été exporté illicitement. Si vous justifiez des diligences effectuées, vous serez indemnisé. Sinon, rien. Donc ça, le certificat a son intérêt. De la même manière, même si mon voisin de gauche n'est pas d'accord, quand on va au tribunal et qu'on a une contestation sur la propriété d'un objet, ce qui peut arriver, 2 personnes se disent propriétaires d'un objet. N'oubliez pas que la propriété ne se prescrit pas. Sauf à travers l'article 2279, qui est une des vertus de cet article. C'est ce qu'on appelle l'usucapion, c'est-à-dire que au bout d'un certain temps, celui qui se trouve en possession d'un objet, à condition que cette possession soit sans équivoque, qu'elle soit de bonne foi, enfin toute une série de justification de cette possession, eh bien cette possession va permettre au possesseur d'acquérir la propriété de l'objet. Donc il va pouvoir contester la propriété de celui qui était propriétaire avant lui. Et pour ça, il faut justifier de sa bonne foi. Et la bonne foi, donc c'est là que je parle de renversement de charge de la preuve,
la bonne foi, dans le cas d'un bien culturel, ça va se prouver par les diligences effectuées au moment de l'acquisition pour démontrer qu'on s'est inquiété de savoir si cet objet, ce bien culturel, avait circulé licitement, n'avait pas été volé, etc. Donc c'est très important. Maintenant, j'en viens à des cas où ce n'est pas le certificat du Art Loss qui va servir, mais c'est la localisation par le Art Loss. Donc on est dans le cas où celui qui a enregistré son objet dans la base du Art Loss, parce qu'il veut retrouver son objet, va être un jour contacté par le Art Loss qui dit, soit commissaire-priseur, soit un marchand, n'importe où dans le monde, qui va justement consulter le Art Loss pour savoir si l'objet qu'il est en train d'acquérir est disponible. Et là, le Art Loss va dire, c'est comme ça que notamment le Art Loss peut localiser un objet, c'est qu'il va être consulté justement pour savoir si l'objet est disponible. Il va se mettre en relation avec l'ancien propriétaire de cet objet, qui a déclaré l'objet comme perdu dans la base du Art Loss. Et là, cette personne va choisir entre laisser le Art Loss négocier pour se faire restituer son objet ou aller voir un avocat. Donc moi, il m'arrive d'avoir des gens qui viennent me voir en me disant « Le Art Loss a localisé un objet, mais j'aimerais que vous interveniez pour pouvoir le récupérer. » Donc effectivement, je vais demander des honoraires. Et on a une action un peu soit différente, soit qui peut s'ajouter entre le Art Loss et l'avocat. Si la personne vient me voir, en général, c'est parce que l'objet est localisé en France et que je vais pouvoir intervenir devant une juridiction française. Et là, c'est un peu la course, c'est-à-dire qu'il va falloir bloquer l'objet pour pouvoir introduire une action devant un tribunal et obtenir une décision qui permette de récupérer l'objet. Donc, c'est aussi une façon de forcer la négociation. Une fois qu'on a bloqué l'objet judiciairement, c'est-à-dire par exemple, on dépose une requête pour obtenir une mesure conservatoire. Imaginons un commissaire-priseur qui est localisé par le Art Loss en possession d'un objet déclaré dans la base du Art Loss. Moi, si j'interviens, je vais bloquer l'objet à travers une mesure conservatoire chez le commissaire-priseur. On ne sait pas encore qui en est propriétaire, ça c'est le tribunal qui va le décider, mais au moins l'objet est bloqué jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur la propriété de l'objet. À qui doit-on restituer l'objet? Et une fois que l'objet est bloqué, la négociation peut se faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de saisir un tribunal, ou on peut saisir un tribunal, mais tout au long de cette procédure, on peut toujours négocier. Et donc là, on peut travailler soit en collaboration avec le Art Loss, mais c'est vrai que bloquer un objet qui a été repéré par le Art Loss, ça donne du poids à la négociation. Concrètement, vous avez souvent recours comme ça au Art Loss, ou est-ce que vous avez peut-être un exemple un peu récent Oui, j'ai un exemple un peu récent, alors là, qui a dû aller par toutes les cases que je vous ai énumérées, c'est-à-dire que le Art Loss repère un objet sur le marché international. Cet objet a été entre les mains d'un commissaire-priseur français. Il est confié alors là, c'était un comité d'authentification. Il est confié à un comité d'authentification par le commissaire-priseur qui qui demande un certificat d'authenticité. Et à ce moment-là, le Art Loss, qui a prévenu le propriétaire originel de la réapparition sur le marché de cet objet, va venir me voir en me disant « qu'est-ce que je peux faire ?» Et là, c'est une course, c'est vraiment une course parce qu'il faut trouver le moyen de bloquer l'objet, il faut trouver le moyen, le Art Loss n'était pas parvenu à une négociation satisfaisante, donc il faut trouver les moyens de pousser à la négociation. Et si on n'y arrive pas, il faut saisir le tribunal et il faut démontrer au tribunal, et c'est là que la jurisprudence se nourrit, il faut démontrer au tribunal que celui qui a mis l'objet en vente n'est pas un possesseur de bonne foi. Et pour prouver qu'il n'est pas un possesseur de bonne foi, eh bien, on va avoir toute une série de documents qui vont donner des indices, et il faut qu'on rassemble ce qu'on appelle un faisceau d'indices concordants. C'est comme ça qu'on administre la preuve de la mauvaise foi de celui qui a confié l'objet en vente, et on va obtenir finalement une décision. Alors c'est vrai que ça prend du temps, ça prend des années, mais quand celui qui a confié l'objet
ne veut pas reconnaître qu'il est possesseur de mauvaise foi, il faut une décision. Donc on va plaider, ça peut prendre des années, mais un jour, on a une décision, et parce qu'on a démontré que par ce faisceau d'indices concordants, qu'il n'était pas de bonne foi, eh bien, le propriétaire originel va se faire restituer son objet. Alors, on a beaucoup parlé, on ne va pas forcément tous se mettre d'accord ce soir, on a essayé de circonscrire les contours juridiques, de définir les termes de ce dont on parle. On voit que c'est pas très simple finalement, mais est-ce que, pour finir, voilà, il nous reste 5 grosses minutes, je voulais d'abord vous demander à chacun d'entre vous si vous pensez que le marché de l'art français est un mauvais élève ou pas, et finalement, chacun de votre point de vue, qu'est-ce qu'il faudrait changer aujourd'hui assez rapidement? Peut-être Paul Exbraya, vous pouvez répondre à cette question. Alors, dire que le marché français est un mauvais élève, certainement pas. Je ne vais pas dire ça. Le marché, il évolue, mais pas que le marché. Notre société évolue, on évolue tous dans nos différentes fonctions, ça c'est un fait. On ne peut pas l'ignorer. Cette problématique de transparence et de provenance est devenue centrale quand même, mais c'est récent. Franchement, c'est récent. Ça fait quelques années que c'est devenu un sujet central. Enfin, quelques années, peu d'années finalement, 3, 4, 5 ans. Je veux dire, au Royaume-Uni, c'est l'inverse. Hein. C'est-à-dire que quand je détiens un objet, il va falloir que je sois capable de... C'est à moi de justifier que je suis bien effectivement le titulaire de cet objet. Donc quand on fait une localisation d'un objet volé qui a été volé au Royaume-Uni et qui est identifié au Royaume-Uni, la seule défense de celui qui le détient, et le seul moment où il peut garder cet objet, c'est s'il peut montrer qu'il a acheté de bonne foi, bien sûr, et qu'il l'a détenu pendant au moins 6 ans. S'il ne peut pas réunir ces deux conditions, il rend l'objet. Un acheteur prend 100 tours de garantie parce qu'il sait qu'il est en position de faiblesse par rapport à une victime, alors qu'en France, ça va être l'inverse. On va plus protéger la victime, ce que j'appelle la victime, ce que tu appelais, Pierre, le principe de propriété. Ce qui se vaut, hein, mais du coup, ça donne ces conflits de situation. Moi, juste ce que je pourrais dire par rapport au marché français, c'est qu'il y a des outils qui existent, qui sont simples, et que je pense que ces outils devraient être utilisés par le marché. Corinne, sur cette même question. Moi, je dis comme Paul, hein, le marché français n'est pas du tout un mauvais élève. Le marché français est pragmatique. Et donc, moi, j'ai vu l'évolution quand on n'avait pas de velléité de donner de la valeur à l'objet à travers la provenance. La provenance n'existait pas, si ce n'est justement quand c'était une provenance prestigieuse et que ça pouvait donner de la valeur à l'objet. À partir du moment où un objet ne peut pas circuler sur le marché parce que la provenance est considérée comme faisant obstacle à sa circulation, c'est très simple. La recherche de provenance va suivre. Ça prend du temps, mais c'est le marché qui crée le besoin. Donc, Paul a constaté qu'en France, progressivement, la provenance va devenir centrale. Le Artlos aura des abonnements en plus. Mais vous me disiez aussi que ce serait bien aussi que finalement le commissaire-priseur qui a un rôle qui est vraiment à la frontière, voilà, il y a une place, une position particulière, soit peut-être plus un filtre, que aussi l'histoire de ne pas divulguer forcément l'identité des vendeurs par le passé, ça peut aussi parfois bloquer les choses. Tout allait bien jusqu'à là. Alors ça, c'est peut-être des évolutions, voilà. Non, mais moi, évidemment. Mais Pierre, vous pourrez répondre après. J'aimerais, enfin, dans la démarche du marché, enfin, dans l'évolution du marché qui va vers plus de transparence, il est évident que plus on fait de recherche sur la provenance, plus on va participer à la meilleure transparence du marché. Donc c'est un cercle vertueux. Il suffit de regarder des catalogues de vente sur les 20 dernières années et on va voir les domaines dans lesquels la provenance, la taille de la provenance dans la fiche descriptive a augmenté. On verra bien. Et puis ça va aller de plus en plus dans ce sens-là. Le commissaire-priseur, le jour où de plus en plus les tribunaux diront la provenance est une qualité substantielle de l'objet et si la provenance n'est pas bonne, n'est pas faite, n'est pas donnée, eh bien on annule la vente. Ça va être très simple. Donc tout ça, ça va évoluer. Mais c'est pour ça que je dis, bien sûr, ça c'est des choses que j'aimerais voir évoluer. Mais au fond, je suis convaincue que le marché
va agir dans ce sens-là. Et d'ailleurs, on peut citer quand même des départements, par exemple créés par Sotheby's et Christie's, pour faire des recherches de provenance qui existent depuis les années 90. Mais ça, c'était aussi une question pour Pierre Taugourdeau dans ses évolutions, justement. Est-ce que vous, on sait que les archives de Drouot s'ouvrent un petit peu également depuis récemment. Est-ce que voilà, vous préconisez parfois aux professionnels de faire appel à des chercheurs? Est-ce que certaines maisons de vente ont des départements de recherche de provenance? Ou des gens qui font ça, en tout cas, parce que tes départements, c'est un petit peu beaucoup, mais... Oui, parce que c'est ça, c'est beaucoup, parce que vous savez quand même que la majorité de nos 410 maisons de vente sont des toutes petites entreprises de 2, 3 personnes, 4 personnes, donc elles n'ont pas de juriste, c'est dire s'il n'y a pas grand monde, et donc pas la capacité d'embaucher une personne qui serait à plein temps en charge d'une recherche de provenance. J'avais entendu l'idée de création d'un institut qui se chargerait de ces recherches. L'idée me semble tout à fait positive et à encourager, afin que chacun puisse s'y référer, donc à développer évidemment en ce sens. Si vous me permettez de répondre à votre précédente question qui a été posée à mes 2 acolytes, oui, donc je dirais non, bien évidemment, et, enfin, je les rejoins en tout point, à savoir que non, le marché français n'est pas terrible, n'est pas en retard. Il avance, il évolue, on le sensibilise, et les comportements évoluent progressivement. Et je vous ai donné lecture de la disposition de notre code de déontologie. Elle est en même temps une déclaration de principe, et on travaille tous ensemble à ce que ces comportements changent dans la formation, dans la sensibilisation et dans la formation professionnelle à venir. L'idée s'infuse, le marché va sanctionner, comme Corinne l'a rappelé, c'est le marché qui va valoriser les pièces ayant une provenance et va écarter celles qui n'en ont pas, avec in fine une problématique nouvelle à venir, c'est qu'on va créer des objets qui ne pourront plus être sur le marché, des res nullus, parce qu'on aura des trous dans les provenances, parce que pour un certain nombre et pour de nombreuses œuvres ou de nombreux objets, il sera à tout jamais impossible de déterminer la provenance, de combler les trous sur l'origine, sur le parcours, sans que nécessairement que cette provenance ait pris des chemins illégaux, mais parce que d'héritage en héritage, sans jamais que l'objet n'apparaisse dans aucun inventaire, sans que la personne qui l'avait acquise il y a 150 ans ait une facture à l'origine, on a des objets dont on ne pourra pas établir de manière juridiquement concrète la provenance, le parcours, et ces objets, quid de ces objets? On sait que, je discutais récemment avec des conservateurs de musées qui, au regard des derniers événements, des derniers scandales, des scandales de ces derniers mois, renonçaient à certaines acquisitions sur des objets dont la provenance n'était pas nécessairement illégale, mais la provenance n'était pas tracée à 100%. Ensuite de quoi l'objet avait été acheté par un musée étranger et exposé aujourd'hui. Alors évidemment, si par la suite il s'avérait que l'objet avait une provenance illicite, on félicitera le musée en question, mais il est probable que jamais on ne pourra établir cette provenance. Donc voilà, une réflexion à mener sur ces res nullus que nous allons créer. Ça ne doit en aucune manière justifier de s'affranchir de l'obligation de procéder à ces diligences, mais voilà, le contexte économique et culturel change et à chacun de s'adapter. Merci beaucoup. Je vais peut-être juste en phrase de conclusion redonner rapidement la parole à Paul Exbraya pour que juste vous nous disiez que ça peut être aussi un outil de prévention, votre plateforme, et non pas juste en cas de crise, puisqu'il y a aussi des personnes qui ont des collections, des banques ou des assureurs par exemple, qui enregistrent en amont ces objets, et on terminera là-dessus. Juste
Très rapidement, on a beaucoup parlé là sur la fin de provenance, et du coup ça peut faire un peu peur à des commissaires-priseurs qui vont avoir arrivé chez eux des centaines d'objets ou des milliers d'objets sur une année civile. Et la provenance et les diligences, ce ne sont pas la même chose. Les diligences, c'est une obligation, je pense, j'emploie le terme obligation à dessein, mais de moyens, pas de résultats. Si en fait, en ce qui concerne le art loss, un catalogue de vente est publié, on va contrôler 200 lots dans le catalogue où il n'y a pas de provenance mais que les diligences ont été faites, le travail du art loss, c'est pas tirer l'oreille à tout le monde et puis de dire c'est pas 100% clean, on valide rien du tout. C'est pas ça. Donc je pense que c'est quand même important de faire cette distinction sur provenance et diligence. Hein. Oui, c'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure sur la distinction entre diligence et recherche de provenance. Ça peut intéresser le marché d'art contemporain, je ne sais pas s'il y en a qui font ça ici, mais on a dans la base du art loss beaucoup d'assureurs ou de banques qui font du mécénat, qui achètent des collections en fait, à des jeunes artistes ou des artistes contemporains, et qui en fait prêtent ces œuvres à des tiers pour des durées plus ou moins longues. Et comme elles se séparent de l'objet physiquement, mais elles restent propriétaires, elles l'inscrivent dans la base du art loss, puisqu'il pourrait arriver à l'idée de celui qui en a eu du fruit quelques mois ou quelques années plus tard, pensant que le prêteur a oublié qu'il était propriétaire de cet objet, le mettre en vente. Et donc c'est une façon comme ça que les gens qui ont des collections importantes et qui les prêtent se protègent en les inscrivant au art loss pour qu'éventuellement ils soient identifiés s'ils sont mis en vente sur le marché plus tard. Alors voilà, on a essayé de faire le tour en 1 heure d'une très vaste question. Merci beaucoup à tous les trois en tout cas d'avoir participé à cet échange. Et on va passer la parole à l'audience parce qu'il y a beaucoup de professionnels ici. Vous avez peut-être des questions, des réactions suite à cette heure de discussion. Je crois que dans la salle, j'en suis sûre même, il y a une assureur. Est-ce que Marion Abbé pour Anne, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que déjà tu travailles avec le Art Loss Register pour tes clients et comment est-ce que vous travaillez ensemble, comment est-ce que vous collaborez ensemble? Merci beaucoup. Bonjour, petite précision, je ne suis pas assureur, je suis courtier en assurance. Petite différence. J'ai déjà déclaré à plusieurs reprises des œuvres qui avaient été dérobées dans le cadre de sinistres. La dernière déclaration en date, c'était pour un dessin de Picasso. Et le galeriste a refusé que la déclaration reste sur le Art Loss pour la simple raison qu'il y avait donc une commission qui était perçue par Art Loss. Ça me paraît un peu délirant pour la simple et bonne raison que le galeriste a été indemnisé et qu'en réalité c'est l'assureur qui bénéficie de la découverte, de la redécouverte de l'œuvre si en fait Art Loss retrouvait l'œuvre. Je pense simplement que quand il a entendu parler donc, de cette commission, lui n'avait pas encore perçu l'indemnisation et il s'est dit si dans le laps de temps l'œuvre est retrouvée, je vais donc devoir payer cette commission, mais en réalité, quand on compte la franchise, les modalités d'indemnisation, etc., il aurait été plus gagnant de maintenir la déclaration sur Art Loss et éventuellement même de payer la commission de 5%, plutôt que d'attendre l'indemnisation de l'assureur. Bon, je ne connais pas ce dossier en particulier, mais je pense que peut-être dans ces cas-là, il faut juste qu'ils nous appellent, puis on pourra discuter, expliquer. Et surtout, par contre, ce qui m'étonne, c'est que si vous avez enregistré, vous, l'objet, quand bien même c'était votre client et vous êtes en train d'indemniser, même si ça n'a pas été fait, c'est vous le titulaire de l'enregistrement. Donc lui, en réalité, n'a rien à dire. Je ne sais pas ce dossier, comment ça s'est passé, je ne le connais pas, mais si c'est enregistré par Assurance Temps, c'est le galeriste, d'accord. C'est eux, parce qu'ils ont eu le retour de votre part avec la commission. Bon, ben, ça a certainement été mal expliqué ou mal compris, ou je ne sais pas, mais après, maintenant, c'est l'assureur. Si cette personne a été indemnisée, c'est maintenant l'assureur qui est propriétaire de ce dessin. Elle a la liberté de faire le choix d'inscrire au Art Loss ou non, sans demander l'avis du galeriste. En revanche, je rebondis juste sur ce que vous disiez en ce qui concerne les œuvres d'art qui sont acquises par des collections, pour des collections d'entreprises. Je pense que les assureurs devraient, lorsqu'il y a des indemnisations en perte totale, surtout pour des artistes contemporains, déclarer de la même manière les œuvres, parce qu'en fait, souvent, les artistes demandent à conserver les pièces dans leur studio, sans destruction totale de l'œuvre. Et il y a toujours le risque qu'après quelques années, ils se disent « tiens, on va réemployer l'œuvre ».
je pense qu'il serait opportun de conseiller tous les assureurs de faire ces déclarations-là. Oui, on essaie de parler un maximum avec les assureurs, évidemment, c'est un gros fournisseur d'enregistrement d'objets puisqu'ils indemnisent tout un tas de sinistres, types de sinistres différents. Donc le message, on essaie de parler aux assureurs en effet. Oui. Ok, merci. Merci Marion. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Oui, moi j'ai une question pour rebondir sur ce que Pierre Togourdeau nous expliquait. En effet, à une époque, donc il n'y avait pas toutes ces questions sur la diligence et compagnie. Maintenant, vous l'avez dit, vous avez cité le recueil déontologique. Un certain nombre de documentation est exigé pour assurer la vente. Sinon, vous avez dit, l'opérateur de vente volontaire ne doit pas vendre l'œuvre. Est-ce que vous ne pensez pas que cette réglementation, évidemment, elle a du bon, on vient d'en parler, mais elle défavorise quand même tout un secteur, un sous-secteur d'activité, notamment l'archéologie, par exemple, qui se retrouve à avoir importé à un moment tout un tas d'œuvres à une certaine époque où forcément il n'y avait pas de documentation, et où maintenant ça devient invendable. Il faut dire ce qui est, ça devient invendable en fait. Ben, ça revient à la notion que j'évoquais pour terminer, les res nullus, donc des objets qui effectivement se retrouvent désormais hors du commerce, faute de pouvoir en prouver la provenance, la filiation, et évidemment on crée entre guillemets des victimes dès lors que ces collectionneurs ne pourraient apporter la preuve de la provenance licite à l'époque où ils en ont fait l'acquisition de ces objets, mais à cela, je n'ai pas de solution à ce stade. En même temps, pour le coup, là, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. On est dans un cycle, somme toute, vertueux. L'objectif pour la connaissance générale, puisque vous parlez d'archéologie, on sait qu'un objet archéologique qui est sorti de son contexte initial, il devient muet. Il ne parle qu'en résonance avec d'autres objets. Alors il peut avoir des qualités esthétiques que l'on recherche, mais il devient muet parce que, voilà, encore une fois, il parle en résonance avec son contexte, les objets qui l'entourent, qui vont en permettre la datation, l'utilisation, etc. Donc, on peut considérer qu'il est vertueux d'exiger de connaître cette provenance initiale et puis le parcours, mais clairement, on va créer des victimes, entre guillemets, des collectionneurs qui ne pourront plus vendre ces objets. À titre personnel, j'ai un morceau d'amphore romaine qu'un voisin avait offert à mes parents. Je le garde et il pourra jamais aller sur le marché parce que je serai incapable de dire d'où il vient, et il est probable qu'il a été trouvé au coin du bois. Je ne pense pas que c'était un voleur de grand chemin, mais enfin voilà, c'est un objet sans provenance, donc c'est un objet qui est définitivement hors du marché. Mais là, vous parlez de collectionneurs, mais il y a aussi tout un pan de professionnels. Il y a plein de galeristes, de marchands qui sont spécialisés exclusivement en archéologie et qui voient depuis une dizaine, une quinzaine d'années vraiment leur activité devenir de plus en plus difficile et pour certains quasiment impossible maintenant. Il est clair que la spécialité souffre et va devoir s'adapter. On a vu certains articles, j'en ai un là dans ma serviette, sur justement le marché de l'archéologie va-t-il disparaître ? Mais j'ai pas de solution à cela. C'est l'évolution, les marchés évoluent, les spécialités du marché de l'art évoluent. J'ai pas de solution à cela. Je le regrette parce que l'archéologie est une science formidable. Mais voilà, alors si je prends un exemple sur un autre marché, aux États-Unis, le marché des biens culturels amérindiens a complètement disparu. Alors certains sont venus essayer de recréer ce marché en Europe. Bon, ça a pris un temps et puis ça a disparu également. Voilà, il faut accepter que les spécialités évoluent, se concentrer sur des objets dont on connaît la provenance, donc des objets vertueux, et accepter le fait que les autres deviennent hors marché. Après, il faut se souvenir tout de même, je ne veux pas du tout être celle qui combat le commerce, parce que bien sûr, c'est important que les objets circulent,
Mais il faut se souvenir tout de même que depuis la Convention UNESCO de 70, les marchands d'archéologie, tous les marchands ont été prévenus. Cette convention, elle est pour lutter contre le trafic illicite. Et c'était assez clair, les solutions pour lutter contre le trafic illicite. Et quand le cercle vertueux ne se met pas en route, il faut malheureusement en arriver aux extrémités auxquelles on est arrivé aujourd'hui. C'est très dommage, mais c'est vrai qu'il y a un moment où il faut qu'on arrête de piller des endroits pour fournir à d'autres endroits. Et si vous me permettez de rebondir une fois de plus, ça arrêtera aussi d'alimenter les fantasmes. Je pense en particulier quand Daesh a commencé à développer ses activités terroristes, on nous a dit qu'il se finançait avec le trafic d'antiquités et on parlait de montants qui se chiffraient en milliards de dollars, qui n'avaient absolument rien à voir avec le montant du marché de l'archéologie qui se compte en millions, donc qui était complètement hallucinant. Mais voilà, il y a toute cette idée, cette nébuleuse d'idées sur ce marché qui prend sa base dans le fait qu'on est sur un marché tangent et encore une fois, des objets sortis sans savoir, sans indication, sans information deviennent muets. Donc ça prête le jeu à la fois au mauvais marché et également aux autres fantasmes que j'évoquais. J'ai une petite réflexion à faire sur la position du Artlos sur cette problématique. C'est un vrai problème. Et d'ailleurs, je commence juste par rebondir sur ce fantasme de chiffres. Il y a un autre chiffre totalement fantasmé qui circule depuis, je sais pas, 10, 15, 20 ans maintenant, que le trafic d'œuvres d'art serait le 3e trafic au monde en termes de produits générés après le trafic de stupéfiants et le trafic d'armes. C'est totalement absurde. Je veux dire, le trafic de stupéfiants, le trafic d'armes, on est sur des sommes qui n'ont strictement rien à voir et de très très loin avec l'argent qui est généré par le trafic des œuvres d'art, qui est bien bien loin d'être... Je suis un ancien policier, je peux vous le dire, c'est très très loin d'être le 3e trafic, les biens culturels volés. Et donc le Artlos Register essaie de trouver un équilibre difficile entre le marché, la liberté du marché, le marché qui doit opérer, et puis effectivement cette question des diligences. Je le rappelle, le Artlos a posé cette question sur la table il y a 35 ans maintenant presque, donc bien avant une mode. Donc il y a quand même toujours cette recherche d'équilibre. Notre positionnement sur les biens archéologiques, c'est de dire aux professionnels quels sont les faits. Les faits, c'est qu'en fait, on sait qu'il y a eu des pillages, mais en fait, il n'y a pas d'inventaire des pillages, donc on ne sait pas quels sont les objets qui ont disparu. Donc ils ne peuvent pas être dans des bases de données, donc il n'y a pas d'image. Donc nous, notre positionnement, c'est de dire qu'est-ce que vous avez comme documentation qui accompagne cet objet. Et on demande à ce qu'il y ait une documentation qui remonte au minimum à l'an 2000. On considère que pour un marchand, un professionnel du secteur, c'est pas inacceptable, incroyable de lui demander une documentation écrite, enfin étayée par quelque chose de concret, qui remonte au minimum à l'an 2000. C'est une provenance qui voudrait dire Suisse, collection suisse des années 70, collection londonienne des années 2005, sans rien d'autre. Bon, là, s'il n'y a pas de documentation écrite, ça passe pas. Par contre, une documentation, une provenance qui remonte à 2005, mais avec, il y a, je sais pas, c'était dans une exposition, ça a été prêté, ça a été vendu, etc., un catalogue de vente, ça sera validé par le Artlos. Bonsoir, je suis Marie Renard, je suis commissaire-priseur. Je voudrais savoir, j'ai plein de questions pour vous tous. D'abord, pour Artlos Register, dont j'ai l'impression qu'il s'agit en fait de l'achat d'un abonnement qui devient un blanc-seing juridique, j'aimerais savoir combien ça coûte. Et est-ce qu'il y a des prix? Est-ce que c'est au prorata de la taille de la maison de vente? Combien ça coûte réellement, au-delà du 3 € par objet? C'est ça. Donc, il n'y a pas d'abonnement? Si, c'est un abonnement qui est calculé sur... Donc on va contrôler, on va vous dire, vous travaillez avec nous, on va regarder vos ventes sur l'année précédente, vous avez fait 20 ventes aux enchères, et dans ces 20 ventes, il y a 200 objets qui sont au-delà de 1500 euros d'estimation. On va faire ces 200 objets fois 3 €. D'accord, je pensais qu'il y avait un abonnement complémentaire. Non, ça c'est le prix de votre abonnement. Okay. Le blanc-seing juridique, non, vous faites une diligence. C'est pas un blanc-seing juridique, c'est juste vous faites une diligence. Vous êtes en mesure de montrer que vous avez fait quelque chose ou vous n'êtes pas en mesure de montrer que vous avez fait des diligences. Autre question, est-ce que si on fait appel à un expert extérieur, on peut considérer que la diligence doit être faite par l'expert? Est-ce que ça nous délivre ou pas complètement de notre propre diligence? Est-ce que ça divise à 50%? Qu'est-ce qu'on considère? Le commissaire-priseur et l'expert sont solidairement responsables de ce qu'ils mettent sur le marché.
Ça, c'est la règle inscrite dans le Code de commerce. Donc, vous êtes solidairement responsable avec votre expert. Donc, c'est pas parce que l'expert a fait les diligences, enfin, s'il a fait les diligences, vous vous assurez qu'il a fait les diligences et vous pourrez justifier des diligences qui ont été faites. En fait, c'est ça qui pose problème, c'est qu'il faut avoir conscience de ce qu'est une diligence. Et il faut contrôler. Évidemment, c'est l'expert qui est censé le faire quand il vous apporte un objet. Il est censé avoir vérifié que c'est authentique, que c'est pas exporté, enfin que ça n'a pas circulé illicitement. Mais vous, en tant que commissaire-priseur, vous êtes censé vérifier que les diligences ont été faites. Vous n'allez pas les refaire, mais il faut vérifier que les diligences ont été faites. Donc votre expert, il doit vous justifier des diligences qu'il a effectuées. Votre question est tout à fait pertinente. Il n'y a pas d'obligation donc de faire appel au service de Art Loss Register. Donc les diligences peuvent être faites soit auprès d'autres bases, et le problème est que ces bases soit ne sont pas consultables directement et ne sont pas connectées entre elles, donc ce que fait pour le coup fort bien Art Loss, mais vous avez la possibilité, et votre expert a la possibilité d'effectuer ces diligences par lui-même et en allant consulter, encore une fois, la documentation, les bases de données, mais il n'y a pas que les bases de données, pour la provenance notamment, toute la documentation par lui-même. Et vous pouvez vous appuyer sur l'expert dès lors qu'il aura fait effectivement ces diligences. Vous serez protégé, pas exonéré, mais enfin, en tout cas, voilà, les chances de voir le risque de voir votre responsabilité engagée diminuera. Encore une fois, l'important est qu'il y ait des diligences accomplies. Après, c'est à vous de déterminer les diligences à accomplir en fonction de la nature de l'objet et de la valeur également. Merci. Et le Conseil des maisons de vente ne pourrait pas se rapprocher de Art Loss Register pour essayer d'avoir communauté générale pour tous les commissaires-priseurs, un accès pour tous les commissaires-priseurs? Je rêve un peu, dans un communisme idéal. Lorsqu'il était Conseil des ventes volontaires, cette option avait été écartée parce que, compte tenu de la nature d'autorité de régulation, par rapport à une société commerciale, on avait considéré qu'on ne pouvait pas directement faire appel au service d'Art Loss Register, d'autant plus, encore une fois, d'une part qu'il y a d'autres bases de données, donc d'autres moyens pour accomplir ces diligences. Et voilà, j'avais un autre part, mais il est sorti de mon esprit, quand il me reviendra, je reprendrai le micro. Si vous m'y autorisez. Oui, dans l'autre part, c'est que, vous venez de l'évoquer, c'est pas un blanc-seing absolu, c'est pas une exonération. Le fait d'avoir consulté l'Art Loss n'est pas une exonération absolue, ça ne suffit pas nécessairement. Donc, il aurait été délicat de se retrouver dans la situation où un commissaire-priseur fléché vers Art Loss par le Conseil des ventes se retrouve mis en cause dans une procédure judiciaire. C'est pour ça que voilà, le schéma est séduisant, mais il a peu de chances d'être réalisé. Mais néanmoins, voilà, on encourage tout à fait. Encore une fois, c'est un cercle vertueux de consulter Art Loss. Il n'y a pas de souci là-dessus. Merci. Vous venez d'écouter la retransmission de la table ronde du 10 juillet organisée par YAM Le Club grâce au soutien de The Art Loss Register, accueillie donc dans la salle 9 de l'hôtel Drouot. Cette table ronde s'intitulait « La diligence sur les œuvres d'art, bonnes pratiques et évolution à l'heure de la transparence » avec une modération par Julie Chaise-Martin.